On y va, Chloé, avec le CO2? Allez, alors c'est pas que le CO2, c'est le carbone. J'ai fait une Carbone, petite d'accord. chronique sans prétention pour remettre certaines formules chimiques au milieu du village. Attends, on y va. Voilà. Le carbone, un ami ou un ennemi? Alors, on va refaire un petit peu de chimie aujourd'hui. Le carbone, c'est quoi? Alors, j'ai demandé à ChatGPT, c'est Amélie qui va être contente. Qu'est-ce que c'est que le carbone? J'ai mis le carbone, c'est quoi? J'ai posé la question comme ça, telle quelle. Alors, ChatGPT m'a répondu que le carbone est un élément chimique fondamental. Vous allez le voir après dans le tableau des éléments, tableau périodique des éléments que tout bon chimiste connaît. Représenté par la lettre C et ayant le numéro atomique 6. On va voir ce que ça veut dire. Il est à la base de toute vie connue sur Terre. Attention, c'est ChatGPT qui vous le dit, hein, à la base de toute vie sur Terre. Et joue un rôle central dans la chimie, la biologie, l'environnement. Et aussi sur la nanotechnologie, mais ça, on le verra après. Alors, je continue toujours avec le bon vieux ChatGPT. Donc, on l'a dit juste avant. Le symbole, c'est C. Le numéro atomique, c'est 6. Et l'état naturel, il est solide à température ambiante. Il a diverses formes. Donc, allotropique, ça veut dire différentes formes. Sous forme de graphite. Donc, c'est très souple. Hein, le graphite, c'est ce qu'il y a dans les mines de crayon. Et c'est aussi le graphène, d'ailleurs. Le diamant, qui est au contraire très, très dur, très, très, très rigide. Et puis d'autres déclinaisons, dont les nanotubes de carbone qui servent à la nanotechnologie dans le corps, notamment. Bref, tout ça, vous le savez déjà. Mais par contre, ce que vous dit aussi ChatGPT pour les propagandistes de plateau, je dirais, et qu'il est bon de rappeler, c'est que le carbone est un élément de base de toutes les molécules organiques. En fait, j'avais appris en biologie à l'époque, je me rappelle, il y avait 4 atomes qui étaient présents dans tout ce qui est organique. Il y avait le C pour le carbone, il y avait le H de l'hydrogène, il y avait le O de l'oxygène et il y avait le N de l'azote. Ça faisait chon. Je m'étais rappelé de ça parce que je me disais, ce qui est inorganique, c'est chaud, CHO, donc il n'y avait pas l'azote. Et dans ce qui est organique, il y avait le N. Mais en tout cas, le C, le carbone, est juste central dans tout ce qui est matière, en fait. Donc, dans les glucides, dans les lipides, dans les protides, dans l'ADN, et il est essentiel au cycle de carbone qui permet, on le rappelle, l'échange de carbone entre l'atmosphère, les océans, les sols, les organismes vivants. Donc ce carbone est juste irremplaçable et indispensable. Alors, ce que nous dit ChatGPT en bon soldat du système, il nous dit que le dioxyde de carbone, donc c'est le dioxyde de carbone, c'est du carbone et de l'oxygène. Hein. C'est pas que du carbone. Hein. Il y a plus d'oxygène que de carbone dans le CO2, hein, je rappelle. C'est un gaz à effet de serre qui contient du carbone, donc le CO2, et que son accumulation dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique. Alors déjà, il y a un petit décalage entre le discours dominant qui nous dit que c'est le fauteur de troubles numéro un, que c'est le contributeur le plus grand, le plus dangereux, le plus Nuisible. nuisible de tous les gaz qui existent sur Terre, en oubliant la vapeur d'eau, en oubliant le méthane, etc. Le Et méthane. justement, Salim, tu compléteras avec moi la suite, hein, parce qu'évidemment, on va voir que c'est un gros sketch, cette histoire de carbone. Et que le carbone fossile, donc les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, sont nuisibles également parce qu'elles libèrent du CO2, le fameux ennemi invisible, le fameux bouc émissaire. Bon, on reprend dernier slide de ChatGPT. Je vous assure qu'après, j'ai fait mon travail personnel. Hein, je n'ai pas fait ma chronique uniquement grâce à ChatGPT, je vous rassure. Utilisation, donc comme on l'a dit, charbon, pétrole, énergie. Dans l'industrie, des aciers qui sont composés de carbone et de fer, des plastiques, des encres, des fibres de carbone. Et en technologie, tout ce qui est électronique, nanomatériaux, notamment dans le corps. Alors, on reprend le cours de chimie à la base. Vous voyez, ça, c'est le tableau périodique des éléments, le tableau de Mendeleïev, qui est un chimiste russe, qui est vraiment... si vous avez été jusqu'à la troisième à l'école, vous connaissez ce tableau. Le C, c'est ici, c'est le 6e élément. Si on le détaille un petit peu de plus près, on voit qu'il a 6 protons. Le nombre atomique, c'est le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons en fait, de l'atome quand il est neutre. On parle souvent des ions. Vous savez, les ions, c'est les atomes auxquels on a enlevé des électrons ou rajouté des électrons. Donc, c'est des atomes qui ont une charge électrique.
là, vous avez l'atome de carbone qui est neutre avec ses 6 protons, ses 6 électrons et souvent ses 6 neutrons. Parce que vous savez, il y a le carbone 12, carbone 13, carbone 14. C'est simplement des isotopes, donc c'est des atomes auxquels on a ajouté ou enlevé des neutrons pour le cas. Mais bon, c'est pas très important pour la suite. C'est juste pour étaler ma confiture et pour vous montrer que je suis scientifique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais ça va, je te surveille, hein, parce que Oui, j'ai. bah, je sais bien. Là, je vais encore. Ouais. Il y a même Philippe Guillemot qui est pas loin, donc je sais très bien que si Oui, je dis oui, une oui. bêtise, vous allez me reprendre et je Mais compte sur vas-y, vous d'ailleurs pour le faire. vas-y, Alors, continue. je reprends avec mon histoire de CO2. Donc, le CO2, c'est du C, donc du carbone, plus 2 atomes d'oxygène. Et d'ailleurs, vous voyez les petits nombres qu'on voit en dessous, enfin dans le bas des cases. Là, c'est la masse Molaire. volumique de grammes par mol plutôt, de chaque atome. Donc le carbone, il a une masse de 12 grammes par mol. Mol, c'est une quantité d'atomes qui est plus grosse que. Enfin bon, bref, c'est une unité qu'on utilise très souvent en chimie. Mais en tout cas, on peut comparer la masse du carbone et la masse d'oxygène. Donc la masse du carbone, c'est 12 grammes par mol et l'oxygène, c'est presque 16 grammes par mol. Donc déjà, on voit que l'oxygène est plus lourd que le carbone et que si on a deux atomes d'oxygène dans une molécule de CO2, vous avez 2 fois 16 grammes par mol avec une fois 12 grammes par mol. Donc ça, je l'avais dit d'ailleurs, Salim, je ne sais pas si tu te souviens, à Pau, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais dit que le CO2, finalement, c'était plus d'oxygène que de carbone. Et on m'avait ri au nez en disant « ha 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 », elle ne sait pas ce qu'elle dit. Bref, mais je tiens quand même à le redire, vous avez en fait en tout à peu près 3 fois plus d'oxygène dans du CO2 que de carbone. Ça, vous pouvez toujours le replacer à l'apéritif ou dans une conversation, ça peut vous servir. Ça, c'est le carbone, c'est toujours du carbone tout ça, mais celui-ci, il est assemblé de façon plane. Et vous voyez, les petits atomes de carbone, ils se relient par 6. Et ça vous fait des hexagones. Et en fait, toute cette couche d'hexagones qui a l'épaisseur d'un seul atome, c'est ce qu'on appelle le graphène. Alors, le graphène, j'en avais parlé dans une présentation il y a à peu près 4 ans, quand j'avais parlé de la brochure qui s'appelle le graphène flagship émise par l'Union européenne et qui disait que le graphène allait aller partout et que ça allait être bon pour notre santé. D'ailleurs, j'y reviens dans quelques minutes. Donc, on nous disait que le graphène, donc c'est une seule couche d'atomes de carbone, d'accord, que c'est peut-être la substance la plus étonnante et la plus polyvalente disponible pour l'humanité. Rien que ça. En termes simples, le graphène, c'est une couche d'atomes de carbone d'une épaisseur d'un atome disposée en un réseau hexagonal. Donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est une sorte de drap d'atomes de carbone qui sont tous disposés comme ça horizontalement, enfin dans le même alignement, disons, dans le même plan. Et voici ce qu'on peut faire avec le graphène. À quoi ça sert? Ça, c'est la page que je vous avais déjà détaillée il y a quelques années, qui est tout à fait sérieuse. Hein. C'est pas un film de science-fiction, une BD de Marvel. C'est l'homme du futur. Donc, l'humain du futur, on nous le présentait de cette façon précise, en nous disant qu'il y aurait des interfaces. Donc, tout ça, c'est à base de graphène, de carbone, donc, hein, des interfaces cerveau-machine avec le graphène qui était flexible et qui pouvait servir dans des implants neuronaux, donc des implants qu'on met dans votre cerveau, qui enregistrent et stimulent les signaux à la surface du cerveau et qui améliorent, alors c'est toujours pour votre bien-être, bien sûr, hein, vous n'allez pas penser que c'est pour vous contrôler, pour vous transformer en robot, hein, on a bien compris, pour améliorer la compréhension, le traitement et la détection des maladies neuronales. Donc c'est uniquement pour guérir vos maladies, les comprendre et les guérir. Ensuite, ça sert aussi à faire des prothèses rétiniennes, notamment des yeux, des nouvelles rétines pour une vision artificielle. Alors, je pense que Philippe, ce n'est pas à ça qu'il faisait référence tout à l'heure quand il parlait de la vision à longue distance. Mais tout ça, évidemment, ça n'est pas que le graphène ne servira pas, en tout cas, n'est pas prévu pour servir uniquement à suppléer aux déficiences humaines, mais également à surveiller le fonctionnement du corps durant toute votre vie. Donc, patch de surveillance, biocapteur, prothèse, alors on vient de le parler, avec de la peau électronique, hein, j'en avais parlé plusieurs fois déjà, et livraison de médicaments ciblés, c'est-à-dire que vous avez un système qui est placé dans le corps et qui permet de distribuer du médicament à des doses et à des rythmes décidés par votre médecin ou par votre, comment on appelle ça, agent de santé, avec la nouvelle académie de santé qui a été mise en place par l'OMS. Mais là, je digresse un petit peu. Mais voilà à quoi sert le graphène selon nos grands bienfaiteurs et nos grands philanthropes. Je fais un petit rappel de l'histoire pour revenir sur le CO2.
vous l'avez compris, cette présentation, elle est un petit peu, c'est pas Roméo et Juliette, c'est CO2 versus graphène. Hein. C'est vraiment le duel des deux formes de carbone les plus connues. Le rapport Meadows, rien à voir avec les vaccins. C'est un rapport qui a été élaboré en 1972-1972 pour les Français. Et comme par hasard, financé, soutenu par la Fondation Rockefeller. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas cités, ceux-là. Demandé par le Club de Rome pour mettre en place tout ce qui est développement durable qui a abouti maintenant à l'agenda 2030. Hein. C'est le rapport d'un couple, donc Denis et je ne sais plus le nom de sa femme, mais en tout cas le couple Meadows qui avait élaboré ce rapport qui travaille avec le MIT, hein, toujours les mêmes organismes, hein, toujours autour de cette technologie, par le Club de Rome et qui était donc soutenu par la Fondation Rockefeller à partir de 1969. Donc ce rapport, il a été émis en 1972, dont faisait partie d'ailleurs Maurice Strong, hein, le grand Manitou du développement durable, qui était un mentor de Klaus Schwab. Ceci explique peut-être cela. Canadien d'ailleurs. Hein. Canadien, exactement, et qui était un magnat du pétrole. La pétrochimie. Hein, il avait Canada, hein, je crois. Et il était écrit dans un commentaire de ce rapport que la fin de la croissance devrait, pour que l'humanité survive évidemment, survenir 50 ans après sa publication, c'est-à-dire vers 2022. Donc on aurait dû s'arrêter maintenant. Donc peut-être qu'il y a un engouement lié à cette échéance qui était prévue en 2022. Alors on nous dit dans ce rapport que nous sommes convaincus que la pression démographique dans le monde a déjà atteint un niveau si élevé et d'ailleurs si inégalement réparti que cela seul doit obliger l'humanité à rechercher un état d'équilibre sur notre planète. Donc, on voit percer un petit peu la notion de la surpopulation, de la démographie qui est trop importante. Et justement, le lien, il est vite fait puisqu'on nous parlait du CO2, donc déjà dans ce rapport en 1972, avec un modèle de calcul du CO2 dans l'atmosphère issu des combustions des combustibles fossiles pour commencer à diaboliser le CO2 qui était à la source de notre démographie trop importante et de nos dysfonctionnements. Et voilà que on nous a mis le CO2 comme ennemi public écologique numéro 1. Alors, on va quand même se demander une chose, et ça, Salim, tu l'as très bien souligné dans ta conférence le 6 mai, avec ton livre de Climate Terror, donc le terrorisme climatique. Le CO2, est-ce que c'est un polluant? Alors, d'abord, regardons sa répartition dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre comme l'eau, comme le méthane, comme l'ozone. En fait, tous ces gaz sont des gaz considérés à effet de serre et la vapeur d'eau participe, ça c'est l'agence parisienne du climat qui le dit, hein, c'est pas le petit manuel du complotiste, hein, elle participe à 75%, 75% de l'effet de serre sur Terre. Le dioxyde de carbone participe à 25% seulement. Alors bizarrement, l'eau n'est pas encore considérée comme un gaz toxique. Et heureusement. Et je rappelle la petite équation chimique qui n'est pas, mais qui donne quand même des informations. Et celle-là, vous pouvez la resservir autant que vous voulez. Hein, il y a à satiété, même au-delà. Le CO2 avec l'eau et du soleil, ça donne du sucre, ça donne de l'eau aussi, et ça donne de l'oxygène. Et ça s'appelle la photosynthèse. Et c'est un phénomène chimique qui arrive, qui a lieu tous les jours. Parce que grâce au soleil et aux plantes, eh bien, cette réaction chimique nous permet, à nous, petits mortels, d'avoir notre oxygène avec lequel nous pouvons respirer. Celui dont on nous a privés avec les masques, rappelez-vous. Et que, en plus, le CO2 est un excellent fertilisant. Ça, c'est toi, Salim, qui l'a rappelé. Et j'ai encore lu sur des sites tout à fait officiels que pour faire pousser des fruits, des légumes et des plantes dans des serres, on mettait des 400 ppm dans les serres de CO2 pour accélérer la croissance. Donc, c'est un excellent fertilisant. Il n'y a aucune raison de considérer le CO2 comme toxique. Et plus il y a de CO2, plus il y a de plantes. Et plus on a d'oxygène aussi. En fait, je dirais la nature, elle est assez bien faite. C'est un peu comme un corps humain. Ça s'équilibre. Ça fait ce qu'il faut pour être en homéostasie. Voilà, ça, c'est un équilibre naturel. Alors, le CO2 pendant le Covid, ça, j'en avais parlé dans ma conférence sur la fausse transition verte. Certains sites nous disaient que
grâce à l'arrêt total de l'économie, à l'arrêt total des voyages, des avions, etc., des voitures, eh bien, le CO2 allait baisser dans l'atmosphère. Eh bien, que nenni, il n'a pas du tout baissé. Vous voyez un rapport ici, un graphique du Laboratoire mondial de surveillance que j'ai été voir sur leur site officiel, qui nous montre que le CO2 a continué à augmenter durant 2020, 2021, 2022, sans aucune cassure, sans aucun pic ni sans aucune chute. Donc, la même façon que toujours, en fait. Et qu'en 1959, on avait 0,03% de CO2 dans l'atmosphère, et en 2020, on en a 0,01% de plus. En fait, on est à 0,04%, autrement dit 400 ppm. ppm, c'est partie par million. Et Salim, tu nous l'as rappelé l'autre fois. Donc, c'est vraiment rien du tout. Ce que j'ai voulu savoir, c'est cette hausse de CO2 qui est manifeste, légère mais manifeste, entraîne-t-elle un réchauffement? Alors, tout ce que je dis, on a de nombreux climatologues qui l'ont déjà dit avant moi. Là, je fais une sorte de Mais synthèse de ce avant, que j'ai déjà vu. avant de Oui, Salim. est-ce que l'augmentation, elle est anthropique ou naturelle déjà? Oui, ça, de toute façon, ça, c'est la question subsidiaire. Mais même, tu vois, qu'elle soit anthropique ou naturelle, est-ce que ça a un lien avec le réchauffement? Et en tout cas, est-ce que ce serait une cause d'un éventuel réchauffement? Alors, justement, cette courbe, pour moi, elle est édifiante. Elle vient du site du ministère de la Transition écologique en France. Donc, à gauche, je vous ai mis la hausse du CO2 dans l'atmosphère officiellement. Et à droite, vous avez donc cette courbe qui montre les températures en fonction des années. Et vous voyez qu'entre 1940 et 1970, la température a baissé de 0,1 degré. Alors certes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une baisse. Et pour autant, le CO2 a quand même augmenté, comme tout le temps, à ce moment-là. Donc, aucun rapport, en tout cas, aucun rapport de cause à effet. Augmentation de 100 ppm de CO2 entre 40 et 70 et une baisse de température de 0,1 degré. Mais effectivement, Salim, là, on va voir la baisse de CO2, du taux de CO2 dans l'atmosphère, toujours sur le site du ministère de la Transition écologique français, qui vient d'une source officielle. Alors, Edgar, c'est un jeu de mots avec les émissions. C'est emissions, je ne sais plus, je l'avais appris par cœur, mais là, j'ai oublié. En tout cas, c'est une source tout à fait officielle qui nous dit que le CO2 a baissé depuis les années 90 en France, dans l'Union européenne, aux États-Unis. Vous voyez, l'Union européenne, c'est la courbe orange, la France, c'est la courbe grise, la bleue, c'est les États-Unis. Et vous voyez que ces trois courbes ont baissé depuis à peu près les années 90 ici. Mais effectivement, la teneur anthropique du CO2 dans l'atmosphère, Salim, c'est 5%, hein, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Donc 0,04% fois 5%. Je crois que c'est 4%. Ouais. Ou 4%. Bon, en tout cas, c'est le même chiffre que le CO2 dans l'atmosphère. C'est 0,04%. Donc, c'est peanuts. Donc, c'est rien du tout. C'est comme ton histoire de halal, quoi. Bill Gates et le climat, petit rappel pour ceux qui vivaient dans une grotte éventuellement depuis les 5 dernières années ou 10 dernières années. Ça, c'était en 2010, février 2010. Bill Gates qui nous expliquait que pour réduire le CO2, le fameux nouvel ennemi du monde humain, ou de la nature plutôt, eh bien, il fallait réduire le P. Le P, c'était le peuple, et qu'on pourrait réduire le P de peut-être 10 à 15% grâce aux nouveaux vaccins, aux soins de santé et aux services de santé reproductive. Autrement dit, on baisse le nombre de gens sur Terre et là, on aura moins de CO2. Il a aussi créé en 2015, je crois, ou c'était 2013, enfin, en tout cas, au début des années 2010, l'entreprise Breakthrough Energy, Bill Gates toujours, qui nous explique qu'avec des méthodes d'ensemencement des nuages ou autres méthodes totalement non naturelles, on allait baisser le taux de CO2 dans l'atmosphère et qu'il fallait arriver au fameux net zero d'ici à 2050. Encore une petite discussion entre John Kerry et Bill Gates à Davos, au Forum économique mondial de 2022, dans lesquels ils expliquaient qu'ils faisaient partie de cette coalition de 67 membres, maintenant ils sont beaucoup plus, des first movers, donc c'est les premiers à bouger, qui s'engagent à baisser leur CO2 à coût de milliards de dollars.
Et on a aussi Al Gore, qui fait partie du conseil de fondation du Forum économique mondial, je te rappelle, Al Gore, qui nous disait aussi en 2022 au WEF que pour tracer les émissions de CO2 et de méthane, il allait utiliser des satellites et de l'intelligence artificielle pour déceler d'où venait ce terroriste de CO2. Conclusion, photosynthèse, donc CO2 ou graphène, à vous de choisir. Voilà. Comme ça, il y a un peu plus de matière. Excuse-moi Chloé, mais tu as montré 3 photos d'ordures millionnaires, voire milliardaires. Ouais, et j'ai parlé, puisqu'ils veulent faire baisser la production de CO2, je parle dans mes conférences de la villa de Bill Gates, Xanadu 2.0, et de son sable qu'il ramène de Sainte-Lucie sur une barge après avoir fait 8000 km chaque année. Ouais. Et pareil, les manoirs d'Al Gore et de pareil, ils ont des... En fait, lui, il connaissait même pas, on lui a posé la question en commission, il connaissait même pas le taux de CO2 dans l'atmosphère. Il a bugué. Et un truc comique, je viens de poster un article, puisque ça vient de sortir sur le site lipenseur.org, les puits de carbone, Climate Work, là, qu'il y a en Scandinavie, en Suède, je crois, il y a, en Islande. Des puits de carbone, c'est un business monstrueux, une arnaque phénoménale. C'est 1100 € la tonne. Il y a des entreprises pour continuer à polluer, elles achètent ces quotas de carbone. Morgan Stanley, je crois, l'a acheté pour 40 000 tonnes, un truc. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars de CO2. En fait, l'usine qui doit capter le CO2 en 2 étapes, après le cristalliser dans la roche, au bout de 2 ans, bon bref, compliqué. Et ben cette usine, son empreinte CO2 est supérieure au CO2 qu'elle bloque. C'est juste fabuleux. Ils ne sont pas à 10% de ce qu'ils devaient produire. C'est une escroquerie totale. Ouais. Merci Salim. Voilà. Et je vous donnerai toutes les sources comme d'habitude. Hein. Vous pourrez vérifier. Merci Chloé.